Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour la combien de partie déjà. Pour la on a fait combien de parties Pour la troisième partie du je lis les trucs, personnages, machin, bidule chose. Alors sachez qu'en une journée là, j'ai fait la première partie, la deuxième partie et là je fais la troisième partie en une journée. J'ai plus de voix. J'ai plus de voix. Alors désolé si de plus en plus les vidéos vont continuer et que ma lecture va être de plus en plus mauvaise. Vous dites bah t'as qu'à faire des pauses. Dites-vous c'est le seul jour où là je vais pouvoir faire des vidéos parce que après le week-end je peux pas. Pendant toute la semaine après je pourrai pas. Pendant tout le week-end je pourrais. Non je pourrais pas. Je pourrais pas. Et il y aura seulement le lundi prochain vraiment dans longtemps. Je pourrais continuer à faire des vidéos et après ce sera assez éloigné comme il y aura la reprise des cours et tout. Alors je vais pas mentir que c'est le jour pour essayer de tryhard toutes les vidéos parce que sinon demain il y a encore. Alors on n'a pas fini parce qu'on est toujours avec notre famille Psycho. Bon, rappelez-vous de Lee là qui nous a mis un paragraphe plus long que mon avenir. On va continuer avec Ishiko qui a aussi un long paragraphe. Sachez que je me rappelle plus du tout qui c'est dans cette famille. La famille elle est trop grande, elle m'énerve. Du coup on va lire. Je m'étire, on s'échauffe la voix. Ishiko du coup. Ishiko Saiko est la fille aînée de... Encore lui. Mais lui on le voit partout là. C'est chaud là. Il fait casse-bonbon lui là. La fille aînée, comment ça la fille aînée? C'est qui la fille aînée? Je sais pas. Saiko, le fondateur de Psycho Core 1. Elle a été la première à hériter de Psycho Core de son père, bien qu'elle soit finalement son frère qui a hérité de l'entreprise. En tant que fille de l'un des hommes les plus intelligents, les plus influents du XXXL, d'accord, beaucoup de gens s'attendent à ce qu'elle excelle sur le plan scolaire. Cependant, tout au long de son adolescence, ses performances à l'école n'ont jamais été supérieures à la moyenne, parce qu'elle n'a jamais été à la hauteur des attentes incroyablement élevées placées en elle. Elle a été traitée avec méchanceté par ses pairs et ce qui l'a emmenée à vivre de nombreuses expériences désagréables tout au long de ses études secondaires. Selon le communiqué de presse de Psycho Core, Saisho Seiko avait le cœur brisé de voir sa fille malheureuse, alors il a trouvé un moyen de lui laisser revivre. Le lycée, tout en continuant ses études, il a financé la construction d'une académie qui a censé ressembler autant que possible à un lycée japonais traditionnel. Les sources officielles affirment que Saisho Seiko voulait donner à sa fille une expérience de lycée parfaite. Alors il a adapté l'école à ses goûts exacts. Ishiko aimant la campagne, c'est pourquoi l'académie a été construite dans une zone rurale. Les couleurs préférées d'Ishiko sont le blanc et l'or. C'est pourquoi l'académie a une palette de couleurs blanc et or. Ishiko aime le symétrie, c'est pourquoi le bâtiment de l'école a une forme carrée. Ishiko adore les uniformes scolaires du style marin, c'est pourquoi les uniformes académiques ont été conçus pour ressembler aux uniformes de collège aux uniformes de collège au lieu des blazers qu'on trouve plus couramment dans les lycées japonais traditionnels. À la fin des années 80, les rumeurs ont circulé selon laquelle l'explication officielle donnée par la construction de l'académie était un mensonge soigneusement élaboré et que la véritable raison de l'existence de l'école était beaucoup plus sinistre. Ces rumeurs affirment que Saisho était extrêmement déçue que sa fille n'a pas été à la hauteur de son propre héritage et qu'elle avait créé l'académie pour un camp d'entraînement. Sur le thème de l'école conçu pour la mettre en forme, elle a formé pour qu'elle devienne l'héritier parfaite de son entreprise. L'intérêt pour ces rumeurs a lentement diminué au fil du temps en raison d'un manque de preuves. Ishiko est diplômée à l'académie en 1989. Avec le départ d'Ishiko, l'école avait fini de remplir sa fonction initiale, mais elle n'a pas été fermée. Psycho Core a décidé de commercialiser. L'académie est une école d'élite pour les diplômes de secondaire qui souhaitent poursuivre leur étude dans un cadre qui simule le sentiment d'un environnement de lycée. Les étudiants en herbe doivent être âgés d'au moins 18 ans pour pouvoir postuler à l'académie. S'ils sont acceptés, les étudiants peuvent choisir d'être des étudiants de première année, de deuxième année ou de troisième année.
Certains étudiants s'inscrivent à l'académie uniquement pour recevoir une éducation d'élite, tandis que très petite minorité s'inscrivent parce qu'ils veulent revivre leur année de lycée une dernière fois avant de passer à l'université. Le nom de l'école trouve ses origines dans l'enfance d'Ishuki. Quand Ishuki Saiko était une jeune fille, elle adorait une histoire sur une école pour jeunes sorcières et sorciers appelée l'Institut Academy. Lorsque Saisho a construit l'école, il a appelé Academy. Mais pourquoi Académie? Académie. Mais c'est la même chose. Mais dire le nom de l'école revient à dire le même mot deux fois. Bah oui. Même la plupart des joueurs l'appellent simplement Académie. Bah oui, parce que Académie. C'est pas fini. Ichiko Saiko a disparu des yeux du public en 1980. La disparition d'Ichi Saiko est un mystère. Personne ne sait pourquoi elle a disparu ni où elle est allée. Certaines personnes théorisent qu'elle ne peut-être pas été en mesure de gérer les immenses attentes placées en elle par son père et le monde. Elle a donc fui le Japon pour vivre dans le secret à l'étranger où jouir d'une vie calme et paisible. D'autres théories plus extrêmes postulent que son père l'a visité pour ne pas avoir été à la hauteur de ses normes. À ce jour, personne ne connaît le sort ultime d'Ishoku Saiko, ni où elle pourrait se trouver sur Terre. Parfois, les personnes âgées se souviennent d'Ichiko avait une sœur jumelle, même s'il n'y a aucune preuve que cette jumelle ait jamais existé. Le terme syndrome d'Ichiko est parfois utilisé pour décrire le phénomène de plusieurs personnes partageant le même faux souvenir. Rôle, on ne sait pas. Statut, on ne sait pas. Personnalité, on ne sait pas. Apparence, on ne sait pas. Et faiblesse, on ne sait pas. Alors du coup, j'ai une que sa sœur jumelle, c'est la Fun Girl. Bon, enfin, je suis pas sûre. Alors là, on a 2000... je sais pas quoi. Retour. En fait, elle s'est juste retournée, hein, si vous savez. Hein. Et portrait. Ok. Oh, le portrait, on l'a en plus. Le portrait, on l'a dans Yonder Simulator. Mais je sais plus. Attends, il est déjà où ce portrait? Il est quelque part, mais je sais plus où il est. Ensuite. Oh là là, j'en ai marre, j'aime pas les femmes. D'accord. Non, c'est juste pour dire parce que comme c'est très long, c'est pour ça que je dis ça, mais c'est bon. Faites pas polémique, s'il vous plaît. Hein. C'était parce que j'ai juste le nom femme. C'est peut-être là, du coup, la femme de lui là, bah, du coup la mère de Megami, voilà, tout simplement. Du coup, femme. Alors, il y a peu de gens dont l'ambition de toute une vie est de changer le cours de l'histoire de l'humanité. Et il y a encore moins de gens qui sont réellement capables d'accomplir un objectif aussi noble. Le fondateur de la Psycho Coopération était l'une de ces personnes. Au cours de ces 74 années qui se sont écoulées depuis sa création, la société Psycho est un impact indéniable sur la vie quotidienne des millions de personnes. Il n'y a pas une seule industrie qui n'ait pas été révolutionnée par l'un des innovations de Psycho Core, ni un seul foyer qui ne possède pas au moins une invention de Psycho Core. Il n'y a pas de nom qui ait dominé la seconde moitié des années 1980. Plus que Psycho, il n'y a personne en vie qui niera que Psycho Core est le conglomérat le plus prospère de l'histoire de l'humanité. Une partie importante du succès de Psycho Core peut être attribuée aux politiques d'embauche extrêmement strictes de sa fondateur. Il insistait pour employer que les esprits les plus brillants du monde, même pour les postes les plus subalternes de son entreprise. En fait, il a refusé d'embaucher une secrétaire pendant près d'une décennie parce qu'il n'avait personne qui pouvait répondre à ces normes astronomiques élevées un QI supérieur à 140. D'accord. Appelle Albert Einstein tant que ça sera plus vite, chef. Hein. Enfin, c'est lui Albert Einstein, c'est ça. Bref. Plusieurs doctorats d'universités prestigieuses et une expérience intérieure en tant que PDG d'une entreprise prospère. En plus de ces critiques, il insistait également sur le fait que sa secrétaire était excellemment attrayante. L'excellence ne lui jamais suffit. C'est la seule perfection suffira, et il refusa donc d'être représenté par quelqu'un dont l'apparence pouvait être décritée comme autre chose qu'une beauté idéale. À la fin d'une recherche de 10 ans, il a finalement trouvé quelqu'un qui répondait à ses critères
désirant à le poster. Le fondateur de Psycho Core a pris grand soin de son image publique car tout un temps dans sa réputation aurait un impact direct sur le succès de son entreprise. Il croyait fermement que son statut social sera affecté par la femme qu'il choisirait d'épouser et était donc déterminé à n'accepter rien de moins que la femme parfaite pour sa femme. Femme parfaite pour sa femme, hein? Il refusa de se marier pendant de nombreuses années, ne trouvant aucune femme digne de lui, jusqu'à ce qu'il finisse par se rendre compte que sa secrétaire était la seule femme qui pouvait répondre à ses critères. Même si sa secrétaire était parfaite en apparence, il n'envisageait même pas de lui demander en mariage avant d'avoir confirmé qu'elle ne portait pas de défauts invisibles qui allaient se manifester à l'avenir. Il allait jusqu'à analyser son ADN et à étudier les antécédents médicaux de sa famille pour confirmer qu'elle n'avait probablement pas en possession les maladies héréditaires qu'elle pouvait transmettre à ses futurs enfants. Il n'y a pas pris la décision de la demander au mariage qu'après avoir confirmé qu'elle avait génétiquement aussi parfaite que possible. L'une des décisions les plus sages que le fondateur n'ait jamais prises a peut-être été cachée en public. La majorité de ses croyances personnelles et ses possessions politiques, la plupart des gens auraient été choqués. Votre indignité par certainement de ses opinions les plus convaincantes. Il était fermement convaincu que la race humaine devient Attendez, je reprends un peu mon souffle là. J'en étais à où? La race humaine devait améliorer de manière proactive la qualité de sa population, en excluant certains groupes génétiques inférieurs et en promouvant d'autres groupes génétiques supérieurs, mais il savait que plaider pour l'égénisme, je sais pas quoi là. Oula, mais c'est quoi ces noms là? C'est bon, son image publique, alors il a gardé cette croyance ainsi que beaucoup d'autres en secret bien gardé. Encore beaucoup de ça là? Après avoir fait un grand... je crois que c'est le plus long ça. Après avoir fait un grand effort pour assurer que sa progéniture était aussi génétiquement parfaite que possible, il était déterminé à empêcher ses enfants de ruiner la patrimoine génétique qu'il avait soigneusement cultivé à cette fin. Il incita pour choisir la femme que son fils épousera. Le processus était identique à celui qu'il avait utilisé pour choisir sa première secrétaire, sauf que maintenant il a examiné également soigneusement les candidats pour les maladies héréditaires, les gènes indésirables, etc. Le nombre de femmes qui souhaitaient se marier dans la famille Psycho était très élevé, mais le nombre de candidats valides était extrêmement faible. Finalement, cependant, il a trouvé une femme qui répondait à ces critères extrêmement spécifiques. Avant de permettre à cette femme de faire partie de la ligne Psycho, il insista pour l'embaucher comme secrétaire afin qu'il puisse juger de ses compétences de première main. Après avoir été fermement convaincu que cette femme était digne d'avoir ses petits enfants, il a permis, ou plutôt ordonné à son fils de l'épouser. C'est une femme autrefois une entrepreneuse extrême, ambitieuse et motivée, était la PDG et la seule entreprise qui avait une chance de rivaliser avec Psycho Core. Cependant, après qu'il soit devenu clair que son entreprise ne serait jamais en mesure de surpasser la société invincible, elle a pris la décision de liquider sa société et de trouver un autre moyen de vivre. Psycho Core, je reprends ma respiration comme un chacal là. Psycho Core, dans son esprit devenir une partie permanente de l'héritage de la famille Psycho, était ce qui se rapprochait le plus de la victoire. Contre eux, alors, elle a saisi avec l'enthousiasme l'occasion de conclure un mariage arrangé avec le fils du fondateur. Selon sa logique, cela l'a rendue victorieuse de sa compétition avec Psycho Core et elle a savoure son statut de matrice de la famille. Voilà. Mis à part le fait qu'elle a donné naissance à 2 enfants en bonne santé, qu'on le voit toujours décorer les bras de son mari lors d'événements de grande classe pour les élites sociales, il y a peu de choses que le public sait de sa vie personnelle après s'être marié dans la famille Psycho. Rôle, matriarche, statut, mariée, personnalité, déesse intouchable encore et toujours. Attends, apparence. Comment ça, apparence? Semaine 1040.
Faiblesse, psycho, corporation. Ouais, trop bizarre ce personnage. Femme, trop bizarre. Trop bizarre. Ensuite, on a du coup lui, Keisho Psycho. Bon, ça va, lui, c'est pas trop long, ça passe encore. Keisho est pleinement conscient qu'elle a été conçue dans le seul but d'être un... Ah oui, c'est lui. Attends, j'ai pas regardé. Non. D'être un remplaçant en cas où sa sœur mourrait ou abandonnerait ses obligations envers sa famille. Ce fait ne lui a jamais été caché. En conséquence, son identité personnelle est entièrement basée sur sa relation avec Megami et son sens de l'estime de soi et de dériver de la comparaison avec elle. Il ne se contente pas d'exister en tant que sauvegarde et s'efforce de surpasser sa sœur. Cependant, sa sœur peut le surpasser en tout égard, ce qui l'a emmené à développer un complexe d'infériorité extrême. Le père de Keisho est conscient que la rivalité de sa fille envers son fils envers sa fille est un problème potentiel et Keisho n'a donc pas le droit de tenter d'interférer avec la vie de Megami de quelque manière que ce soit. Keisho désire l'approbation de son père plus que toute autre chose, je suis fatiguée, hein. Il ne s'est donc jamais mêlé de la vie de Megami, pas même une seule fois. Le but de sa vie est d'établir sa supériorité sur Megami. Il n'y aura aucune gloire à la surpasse en utilisant des méthodes sournoises. Il a donc décidé de ne jamais la tuer, d'accord, lui faire du mal ou sabrer sa vie en quelque manière que soit. Quelle manière, ouais, bref. Keisho et Megami n'interrogent pas souvent, mais quand ils le font, Keisho est très décourageant et concédant envers sa sœur dans le but de masquer ce qu'elle lui fait ressentir. Il sait que son père voulait que son premier-né soit une fille plutôt qu'une fille. C'est un seul avantage sur Megami. Il s'en réjouit à chaque occasion qu'il en a. Son comportement enfantin est rarement en effet sur Megami, mais en de rares occasions, ces mots peuvent la couper profondément. La plupart des membres de la famille Sako s'efforcent d'être aussi honorables, respectables et dignes que possible, mais Keisho est différent du reste de son clan, parce qu'il veut désespérément échapper à ce sentiment d'infériorité et poursuivre le sentiment de supériorité. Il saisit toutes les occasions d'afficher sa richesse et son statut social sur tout ce qu'il considère comme étant au-dessous de lui. Rôle, lycéen, statut, frère cadet, personnalité suffisant et vaniteux. Comment ça, apparence semaine 52, vous foutez de ma bouche? Complexe, faiblesse, complexe d'infériorité. J'ai plus de voix. Ouf. Oh, la famille Sako, c'est bon, c'est fini. C'est bon. On a fini avec la famille Psycho. J'en pouvais plus de. C'est bon, je suis mort. Ils donnent trop d'informations. C'est quoi tout ça là? C'est quoi ce. Ils me font un reportage, ils me font un documentaire pour me dire autant de choses là. Ah, enfin. Oh non, mais toi aussi tu vas pas t'y mettre, hein. Non, pas toi. Oh. Du coup, lui, c'est le membre du club de l'art. C'est. Allez, c'est lui. C'est lui là. Voilà, c'est lui. Vous voyez pas son nom? C'est pas grave, c'est lui. Les étudiants de l'académie ont beaucoup de mal à décrire Gyushu. Bref, il est connu pour être un homme de peu de mots, très peu de mots, oui. Je te dis oh, hi. Bref, il parle presque exclusivement en phrases de mots ou de deux mots, oui, et parfois il ne prend pas la peine de répondre aux questions. Il y a des rumeurs sur lesquelles on ne l'a jamais vu exprimer la moindre émotion. Certains étudiants le voient comme un artiste torturé dont le silence provient de ses frustrations envers l'art et les gens. D'autres étudiants le voient comme un hipster prétentieux qui essaye de se faire paraître profond en étant peu bavard. Certains étudiants pensent que sa personnalité taciturne le rend rêveur et cool, et d'autres étudiants spéculent qu'il pourrait avoir une sorte de trouble de la parole et de maladie mentale. Ah bah d'accord. Beaucoup d'étudiants se demandent pourquoi une personne aussi asociale voudrait devenir un leader de club, mais dépendamment de sa nature réticente, il fait un bon travail de gestion de son club. On peut le trouver dans sa salle de club presque chaque fois qu'il n'est pas en classe. Son œuvre d'art sont largement considérées comme très impressionnantes, mais on le voit souvent mettre son travail au rebout et recommencer à zéro sans raison apparente. Il semble ne pas aimer être distrait pendant qu'il peint, mais il prend toujours le temps de critiquer les œuvres des autres
si on lui demande, et parfois sans qu'on lui demande. Même s'il ne dit jamais plus de 2 mots par phrase, il trouve toujours un moyen de donner des conseils avisés qui aident les membres de son club à améliorer considérablement leurs compétences artistiques. Est-il introverti ou timide, ou un misanthrope cynique? C'est quoi ce mot-là? A-t-il une âme torturée ou un poseur prétentieux? Préfère-t-il garder le silence ou a-t-il quelque chose qui l'oblige à rester silencieux? Personne ne sait quoi penser de lui. Mais tout le monde peut reconnaître qu'il s'agit d'un artiste de grande compétence qui est destiné à être largement reconnu pour ses œuvres. Rôle: président du club d'art. Statut: responsable du club. Personnalité: réservée. Apparence: semaine 1. Faiblesse: on sait pas. Bon, il est déjà... Bon, peut-être la vidéo dure un peu plus longtemps que les autres, mais après c'est normal. Vous avez vu tout ce qu'ils nous ont dit aussi, le psycho, là? Il parle trop, hein. Bon, il nous reste 2 personnes, j'espère qu'ils vont pas trop parler. Attention. Ok, je ferme ma bouche, la prochaine fois je fermerai ma bouche, hein, vraiment. Allez, même toi tu parles beaucoup. Ensuite, Gema Taku. Quand il ne joue pas aux jeux vidéo, il ne parle pas de jeux vidéo, ne crie pas sur les jeux vidéo, ne lit pas sur les jeux vidéo, n'essaie pas de développer de jeux vidéo, n'écoute pas de bandes sonores de jeux vidéo ou ne regarde pas de stream de jeux vidéo. Alors il est probablement misérable ou souhaite qu'il joue à un jeu vidéo au lieu de ce qu'il fait. Un système de jeu portable est presque toujours entre ses mains. Et il a été surpris en train de jouer à des jeux en classe à de nombreuses reprises. Il est complètement incapable d'établir de relations avec d'autres personnes qui ne jouent pas aux jeux vidéo et il n'a aucun intérêt à converser sur d'autres sujets. Son fort désir de trouver des personnes partageant les mêmes idées l'a amené à former le Gaming Club. Sa demande de club a été refusée par l'école, mais il dirige toujours son club non officiel dans une chambre d'amis. De toute façon, la faculté ne lui demande pas d'intérêt puisqu'il ne fait de mal à personne, mais on ne lui accorde aucun privilège dont jouissent les autres clubs. Cela dit, les élèves de l'école reconnaissent son club comme un vrai club, même si ce n'est pas le cas de la faculté de l'école. Outre sa position pour les jeux, il est également connu pour être très difficile à vivre. Il s'irrite très facilement et est un très mauvais perdant lorsqu'il joue aux jeux compétitifs. Il a généralement une très mauvaise attitude. Sa nature antisociale lui a valu beaucoup de taquinerie et d'intimidation. Il préfère donc rester dans sa salle de club de fortune pendant la plupart des heures de la journée. Les quelques personnes qui ont réussi à se lier d'amitié avec lui ont remarqué qu'il a secrètement un très fort désir d'obtenir l'approbation des autres. Rôle: président du club de gaming. Statut: responsable du club. Personnalité: antisociale, comme moi. Apparence: semaine 1. Et faiblesse, on sait pas. Bah, faiblesse quand il a pas des jeux vidéo sous le nez. Voilà. Faiblesse, voilà. Oh non, oh, je t'aime bien. Je t'aime bien, t'es gentil. T'es très gentil, merci. Oula, son nom, au revoir. Hein. Oh là là, son nom. Non, je dirais pas son nom, c'est trop dur. Alors, Nanana est connue dans toute l'école pour sa nature gentille et attentionnée. Elle ne veut pas résister à l'envie d'aider les autres dans le besoin et essaye toujours de faire en sorte que le monde autour d'elle se sente aussi à l'aise que possible. Elle a été surnommée la grande sœur de tout le monde parce qu'elle adorait ses camarades de classe comme si elle était un membre aimant de la famille. La passion la plus forte de Machin Mille Chose est indéniablement le jardinage. Elle voit une beauté infinie dans les fleurs et prend beaucoup de plaisir à cultiver et les arranger et les partager avec les autres. Elle a également prouvé qu'elle était une artiste paysagique habile, une carrière de l'horticulture et sans aucun doute dans son avenir. Si elle est certaine qu'il n'y a personne dans son voisinage qui a besoin de son aide, alors chose peut toujours trouver être trouvée au club de jardinage, s'occupant de ces divers plantes qu'elle appelle parfois ses enfants. En tant que présidente du club, elle est toujours ravie d'aider les autres à développer leurs propres compétences en jardinage. Rôle: président du club de jardinage. Statut: responsable du club. Personnalité: doux et doux. Apparence: une semaine. Apparence, une semaine 1. Et faiblesse, on ne sait pas. Bah, faiblesse quand t'écrases les plantes. Bon, j'ai actuellement plus de voix et on n'a toujours pas fini. C'est très loin. Je savais déjà que ça allait être très très long. Parce qu'en fait, on fait littéralement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On fait 12 persos par vidéo en sachant qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors on va faire E la prochaine fois. Après on fera E. Après on fera
Et ce sera fini. Bon. Ah, j'ai plus de voix, je suis fatiguée là. Bon. Du coup, c'était la partie 3 de cette vidéo. Oui, c'est la partie 3, hein. Attendez, il faut que je vérifie. Mais en tout cas, au revoir pour la prochaine partie.